La démocratisation du discount dans les habitudes d'achat, notre keynote. Maintenant, quelles sont les clés du succès d'Action, la chaîne de magasins hard discount élue enseigne préférée des Français en 2023? Wouter de Becker, général manager d'Action, va nous répondre de suite dans une interview conduite par la rédactrice en chef de e-commerce mag Relations Clients, excusez-moi, Emmanuel Serrano. Veuillez accueillir Wouter de Becker et Emmanuel Serrano. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi d'accueillir à mes côtés aujourd'hui Wouter de Becker, directeur général d'Action France. Mais avant de rentrer donc dans le vif de cette thématique qui est la démocratisation du discount dans les habitudes d'achat, je vais simplement vous demander de vous présenter et de nous rappeler qui est Action France et cette belle success story que tout le monde connaît. Avec plaisir, merci beaucoup, enchanté. Donc, je suis Wouter de Becker, en effet, un nom difficile peut-être, un nom belge, d'origine belge. Je suis DG Action France depuis mars 2018. Avant, j'ai travaillé en Belgique, Luxembourg, et pour Action, et avant ça, j'ai travaillé dans la grande distribution de l'alimentaire en Belgique. Et donc, c'est qui Action, en fait, pour ceux qui ne savent pas? Mais Action, c'est un groupe européen, un discounter non alimentaire. On est présent dans 11 pays en ce moment, avec un chiffre d'affaires en 2022 de 8,9 milliards d'euros. Donc 11 pays, avec un assortiment de 6 000 références, qui est tout le temps évolutif, disons, avec un prix moyen pour un produit de 2 euros. Pour vous donner une idée, c'est vraiment du discount qu'on fait. Et donc, ces articles ils sont répartis dans 14 catégories de produits. En d'autres mots, il y a toujours un produit qui peut intéresser chaque client, disons comme ça. En disant 60% de l'assortiment est évolutif, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, pour 60% de l'assortiment a changé, et donc basé sur la saisonnalité et autres. Merci. Alors, est-ce qu'on peut finalement faire un petit peu d'histoire de cette tendance? Est-ce qu'on peut dater un peu les débuts de cette démocratisation et expliquer comment vous avez réussi à bousculer les codes? Je pense que le grand secret, si je peux dire comme ça, c'est vraiment rester fidèle à notre modèle. Donc, il faut savoir, en 1993, le groupe Action a été né aux Pays-Bas dans l'idée d'offrir des produits de qualité au meilleur prix au quotidien aux clients. Et c'est quoi? C'est des produits que tout le monde a besoin dans la vie quotidienne. Et donc, il fallait juste le temps de convaincre tout le monde ou que le client se convainque lui-même. Et puis, dans les 30 ans qui sont passés, il y a des périodes économiques qui étaient plus favorables, d'autres moments qui étaient plus défavorables, disons, pour le pouvoir d'achat et autres. Et donc, à chaque moment, notre concept a fait preuve de pouvoir attirer des clients. Et donc, maintenant, avec tout ce qui se passe au niveau inflation, etc., sans doute, il y a plus de clients qui, à la fin du mois, ils se disent « mais comment je vais y arriver ?» Et donc, qui ont pris davantage, en fait, de faire connaissance avec Action. Je dirais l'avantage qu'on a en France, c'est qu'avec le développement qu'on a eu, donc je me souviens qu'en 2018, on avait 335 magasins. En ce moment, on dépasse les 750. Donc cette semaine, on est à 758 magasins. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une action plus proche de tout le monde, ce qui fait aussi plus facile à découvrir. Et puis, voilà, à voir c'est quoi les produits qui vous intéressent. Donc il y a le développement d'action, donc avoir plus de magasins. On a connu également la période de Covid, où je me souviens bien, ça fait longtemps et quand même pas si longtemps malheureusement, c'est de se dire, mais on était autorisé de vendre des produits de première nécessité, ce qui a vraiment fait découvrir par des clients que vraiment dans ce genre d'articles, on est si fort, on a de belles propositions. Et donc, une fois le client est venu chez nous, il a dépensé moins pour des produits de qualité comparables ou même les grandes marques. Pourquoi dépenser plus par après? Il n'y a personne qui fait le retour, je pense, par après. Et donc, c'est comme ça, il y a aussi devenir enseigne préférée, être un peu plus dans le news. Ça aide aussi, bien évidemment, de dire, moi, je vais découvrir quand même Action parce que tout le monde en parle, ou les enfants en parlent, sur les réseaux, ça se parle. Et donc, oui, c'est plutôt le client qui fait la pub pour nous que nous-mêmes. Comme vous l'avez rappelé, vous êtes enseigne préférée des Français en 2023. Alors expliquez-nous un petit peu quels sont finalement les leviers internes qui expliquent ce succès, que ce soit en termes de mobilisation de moyens financiers, de formation, d'animation d'équipe.
Bien évidemment, il y a le concept commercial avec les prix, l'assortiment surprenant et aussi de plus en plus des produits durables, mais également, sans les équipes, on ne pouvait pas le faire. Et ça, vous avez bien compris. Si on a ouvert l'année dernière 74 magasins qu'en France, en Europe en total, c'était 300 magasins, vous pouvez vous imaginer que ça demande aussi un certain intérêt à attirer de bels talents, mais également de les développer. Beaucoup d'évolution interne. C'est un élément important chez nous aussi pour que les gens viennent travailler chez nous, parce que ça ouvre de belles opportunités pour le futur. Combien et donc de là, salariés tous chez vous? ensemble, c'est des ambassadeurs, je dirais. Combien de salariés chez vous, là, aujourd'hui En France, on en a plus de 17 000 entre-temps, et Total Europe, on est plus de 60 000. Sur la stratégie de développement, quelles sont les ambitions d'Action France demain? On reste toujours ambitieux, bien évidemment. On n'existe que 10 ans en France. Et donc, disons, pour les années à venir, on est toujours on est sur le même engouement, ou le client plutôt, et nous, on suit l'engouement du client pour ouvrir des nouveaux magasins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en train de découvrir un peu les premiers relocations, comme on dit. On a eu une année, par exemple, en 2017, où on a ouvert plus de 100 magasins. Vous pouvez vous imaginer que ça allait très vite. C'est tous les 3 jours qu'on a ouvert un nouveau magasin. Et donc, il y a des magasins qui n'étaient peut-être pas au meilleur endroit. Et donc là, on voit maintenant des opportunités à la fin du bail. Tiens, il y a peut-être une possibilité de l'autre côté de la rue. Et donc, on a eu maintenant les premiers magasins qui, du coup, sont souvent aussi un peu plus grands. Et là, on voit très pratique au pratique, le facing d'un produit était comme ça. Maintenant, on a l'opportunité de le mettre comme ça. Le client, il pense qu'on a doublé l'assortiment. Eh bien non. Je peux vous dire que partout en Europe, 95% de l'assortiment est le même dans tous nos magasins. C'est juste la visibilité qu'on peut créer. Et donc, en plus de juste ouvrir de nouveaux magasins, il y a également en fait le développement de notre réseau, les mettre dans un magasin contemporain avec l'espace pour faire une expérience client qui est top, quoi. Alors, on parle beaucoup de RSE. Est-ce qu'aujourd'hui, discount et RSE peuvent rimer de manière assez cohérente? Oui, tout à fait. Et soyons honnêtes, c'est un challenge d'un côté, mais également une énorme opportunité pour nous. Parce que nous, dans notre stratégie, on se dit, mais on a vraiment la capacité de rendre la durabilité abordable à tous les clients. Ce qui n'est peut-être pas toujours le cas ailleurs. Parce que là, il y a toujours le coût du produit même, les matières premières, etc. C'est clair, souvent les produits durables sont plus chers à ce niveau-là. Mais il y a également l'organisation de notre entreprise qui fait que maîtriser les coûts, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN depuis 30 ans. Et là, on reste très fidèle. Et donc, pour vous dire, pour la durabilité, depuis la rentrée d'Ajir Haji, qui est notre CEO depuis début 2022, on a renforcé encore notre plan qui s'appelle ASP, Action Sustainability Program. Et ce programme, il est basé sur 4 piliers, en fait. C'est le people, la planète, le produit et les partenariats. Et quand on parle ici, souvent, on pense produit, mais bien évidemment, tout à l'heure, vous parlez des équipes. Là aussi, développement des équipes, il y a plein de choses qu'on sait faire aussi pour donner des chances aux gens qui, d'autre part, sur le marché, n'avaient peut-être pas si beaucoup d'opportunités. Aussi dans les partenariats, aussi dans les émissions CO2, par exemple, dans le pilier planète. On a comme ambition dans notre stratégie, et on va y arriver pour 2030, de réduire l'émission carbone de 60% comparé avec la base de 2021. Et ça veut dire clairement assumer aussi toute la croissance. Donc on va comparer vraiment la base, les chiffres de 2030 avec 2021. Dans le discount, la logistique est capitale, primordiale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur la façon dont vous la développez, vous la déployez, vous la révisez au quotidien? Oui, la standardisation, vous avez déjà compris, c'est clé chez nous. Et donc, tout part aussi avec la logistique. Donc, nous travaillons avec des rolltainers, des charrettes, comme on dit. Donc, on ne travaille pas avec des palettes. Pourquoi? On le fait partout en Europe. C'est très efficace. On a des camions à double pont, par exemple, qui font qu'on peut vraiment optimiser les transports. Quand on parle des centres de distribution, on est parti il y a 30 ans avec une plateforme logistique dans le nord des Pays-Bas. Entre-temps, on en a ouvert 13 parmi en Europe. En France, notamment, au début de cette année-ci, on a ouvert le 5e, en sud-est, la Redonne, côté Marseille, dans le sud-est. Et donc maintenant, on y est presque. Il nous manque encore une plateforme dans le nord. Et puis,
on sera bien couvert pour bien gérer la France, je dirais, parce que ça fait partie également du côté RSE. Le plus proche qu'on peut y être, le plus efficace qu'on peut utiliser nos hubs pour transporter des containers complets vers les centres de distribution, et eux, ils peuvent fournir des magasins qui se trouvent plus proches. Ça va nous aider également à avoir une empreinte qui est plus réduite, et également, ça va gérer les coûts et ça nous laisse passer l'avantage aux clients, en fait. Alors, vous êtes un discounter non alimentaire, on ne vous verra jamais sur l'alimentaire, le marché est trop occupé, vous ne savez pas faire? Dis jamais, jamais. On ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur. En ce moment, je vous ai parlé des 14 catégories de produits. Donc, il y a une des catégories qui s'appelle l'alimentation et les boissons. Donc, on a une allée, disons, dans le magasin dans laquelle on présente des produits sucrés, salés, etc. Pour le reste, si les produits frais, par exemple, on ne fait pas. Vous avez compris, la logistique, la chaîne logistique, les dates de péremption, ça demande tout à fait une autre approche qui ne matche pas avec notre approche et notre stratégie en ce moment. D'accord. Parlons du consommateur français. Comment le percevez-vous aujourd'hui? Très inquiet, toujours attaché au commerce physique? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a plusieurs, je pense. Il n'y en a pas une typologie de clients, mais chaque client, de temps en temps, ils peuvent se dire, par exemple, le samedi matin, je démarre la voiture, je vais faire mes grosses courses de la semaine. Et pendant la semaine, ils peuvent se faire livrer en ligne ou ils peuvent aller dans un magasin de proximité. Donc là, il n'y a pas un client qui fait une façon de faire ses courses. Pour le moment, nous, on reste toujours axé sur le magasin physique. Ça, on a aussi découvert avec les déconfinements, par exemple. Mais aussi, quand on ouvre un nouveau magasin, l'engouement des clients est toujours là de venir découvrir le magasin. Sans doute, ça a à voir avec les 150 nouvelles références qu'on a chaque semaine dans nos magasins. Donc, fouiller un peu dans les rayons, faire la petite découverte qui fait plaisir pour pas beaucoup d'argent, 2 € prix moyen, comme j'ai dit. Donc, ça, c'est quelque chose qui attire les clients. Maintenant, pour vous dire tout, donc, ça fait 1 an et demi, je pense, qu'on a lancé la boutique en ligne aux Pays-Bas. Pour là, être complémentaire en fait avec nos magasins physiques. Parce que là, on offre des produits, une soixantaine de produits par semaine, par exemple, qui ont un prix plus élevé, mais qui reste toujours le meilleur prix du marché. Par exemple, ce genre de bons pour mettre dans le jardin, c'est un peu plus compliqué au niveau logistique en magasin. Pour le client, ce n'est pas toujours évident. C'est plus facile de le faire livrer à la maison. Donc, on essaye d'être complémentaire. On a également essayé de présenter des produits avec des prix plus bas. Mais là, c'est moins attractif pour le client. Et en plus, soyons honnêtes, si on fait du business, on fait faire un business qui est rentable et faire du online pour 2 € prix moyen, ce n'est pas si évident que ça avec les coûts logistiques qui viennent avec. Et donc, on est en train de découvrir ça. Donc, aux Pays-Bas depuis 1 an et demi, en Belgique depuis début de cette année-ci, on a également cette boutique en ligne. Et donc, la grosse question, quand est-ce qu'on va lancer ça en France? Il n'y a pas encore de date qui est confirmée parce que la logistique en France, c'est comme un pays un peu plus large que les 2 autres que j'ai nommés. Et donc, on veut être bien préparé avant qu'on se lance dans cette aventure-là. Alors, comment voyez-vous le futur de l'e-commerce? Est-ce que là, les derniers résultats de la FEVAN montraient que les services étaient en plein essor? Est-ce que vous le voyez prendre un petit peu de retard par rapport à la reprise dans d'autres pays? Je comprends la question, bien évidemment, avec discount et e-commerce, c'est toujours une question. Néanmoins, on estime aussi qu'il y a beaucoup plus que juste la vente en ligne. Il faut savoir que notre site web, par exemple, ou notre application qu'on a lancée depuis 1 an maintenant en France, ça crée aussi un bon lien et une meilleure connaissance de nos clients. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, au lieu de juste acheter en ligne, il y a aussi se faire connaissance et rester connecté avec le client pour savoir mais qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut, comment on peut les inciter de quand même venir chez nous. Et donc, c'est tout le parcours client, en fait, et l'expérience client de A à Z qui commence avec le client qui est chez soi dans son fauteuil, qui est en train de voir un peu sur le site web ou dans l'application, c'est quoi les offertes de cette semaine, c'est quoi la tendance chez Action. Puis, il vient dans le magasin et par après, il va utiliser les produits, un moment très important parce que c'est ça qui va déterminer si par après le client va revenir oui ou non. Et bien évidemment, tous les échanges sur les réseaux, il y a des millions de
de suiveurs et plutôt de fans que de clients qui se parlent via Facebook, Instagram. Et c'est eux, en fait, qui donnent les opinions sur les produits. Donc, à nous de bien suivre, à nous de continuer à mettre des bons produits de qualité en place, sinon, ça risque de ne pas durer. Donc, ça met une bonne pression positive sur nous. Et donc, pour revenir sur la question e-commerce, moi, je pense que c'est plutôt un peu le mix de tous les moments de contact avec le client qui fait qu'on reste bien connecté, en fait. Et la technologie dans tout ça, justement, vous parlez de point de contact client. Quelle est un petit peu votre philosophie sur l'usage de la technologie? Oui, on est toujours un peu suiveur, disons, dans ce marché. Je vois d'autres players, d'autres retailers qui sont beaucoup plus en amont au niveau technologie. Et puis, on regarde un peu, est-ce que ça pourrait nous convenir, oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose qui nous aide dans notre modèle? Est-ce que c'est quelque chose qui aide le parcours client, l'expérience client, oui ou non? Et c'est comme ça qu'on va plutôt être un suiveur à ce niveau-là qu'être comme premier d'expérimenter avec tout. Parce que de nouveau, nous, on est pleinement organisé sur les magasins existants et sur notre développement des magasins physiques en ce moment. Et on ne peut pas faire tout à la fois non plus. Il faut faire de bons choix et puis se focaliser là-dessus et faire en sorte qu'on a le meilleur dans ces domaines-là. Quand on dit de votre groupe que vous êtes un discounter, la limite est assez fine entre discount et hard discount. Comment vous l'arbitrez pour ne pas aller dans des prix trop bas par rapport à ce que vous voulez proposer aux clients? Ouais, donc ça c'est une bonne question. Et pour nous, ça c'est clairement dans notre stratégie de rester là avec une proposition qui est très claire pour le client. Il ne faut pas changer le cap trop souvent parce que alors le client il se perd et il dit mais pourquoi je dois aller dans cette enseigne, pourquoi je dois aller dans cette enseigne-là? Pour nous, on reste fidèle depuis le début. C'est le meilleur prix du marché pour des produits de qualité et de plus en plus ce côté durabilité qui est intégré. Et tant que ça reste clair pour le client, je pense que ça les aide aussi à savoir, OK, c'est pour ça que je viens chez Action. Et donc, à nous de rester simple, parce que la tentation est toujours là. Au quotidien, on peut se dire, tiens, j'ai vu une bonne idée là-bas, j'ai vu une bonne idée là-bas. Je peux vous dire, si on prend l'exemple des produits de décoration, je suis sûr et certain, si on donne plus de place dans nos magasins pour présenter des produits de décoration, ça va bien se vendre. Néanmoins, on risque à un moment donné d'abandonner notre stratégie, qui est de rester sur les 14 catégories, pour que chaque client, à chaque moment, puisse retrouver quelque chose chez nous. Et ça restera notre stratégie. On a parlé de vos employés, mais sur l'expérience collaborateur, qui est aussi un pan important, une fidélisation de vos équipes. Vous êtes depuis 10 ans en France, donc vous avez surtout des employés aussi français avec cette culture particulière. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour fidéliser vos équipes, pour leur donner aussi l'espoir de progresser, hein, comme on peut le voir au niveau de votre gouvernance? C'est un bon Oui, donc d'abord félicitations aux collègues. Demain et après-demain, par exemple, on est ensemble avec tous nos responsables de magasins, donc ça va être chouette avec 800 personnes dans une salle. Il y a des collègues qu'on peut féliciter pour les 10 ans d'action, et c'est vraiment du fond du cœur beaucoup de respect pour eux, parce que tout au début, si je retourne 10 ans dans le passé, Action en France, il n'y a personne qui connaissait, il n'y avait aucun magasin. Les Pays-Bas, c'est quand même loin, ça parle une autre langue, c'était quand même loin, la Belgique aussi. Et donc, il y a des gens qui ont été courageux de quand même faire les steps et de s'y mettre à l'aventure. Et donc, cette culture qui n'est pas franco-française peut-être, mais plutôt un bon mix des Pays-Bas, hollandaises, françaises, un peu in between. Et donc oui, cette culture d'entreprise, c'est ce qui me tient à cœur le plus, parce que le concept commercial, ça on a, mais la culture, ça parle des gens, des collaborateurs, ça se travaille tous les jours, au quotidien, parce que là aussi, pour eux, le contexte change également, il y a aussi l'inflation, il y a aussi des moments compliqués. Heureusement, on a ce développement de notre enseigne qui fait qu'il y a beaucoup de possibilités de développement et de mobilité interne. Oui, donc ça, c'est un facteur important pour nous. Et de vraiment créer des ambassadeurs qui ont fait le step au début et qui maintenant, ils encouragent les autres et qui font en sorte qu'on va protéger notre culture et les valeurs d'entreprise qui sont vraiment vécues au quotidien. Et peut-être le plus spécifique, c'est ce que j'entends tout, parce que moi je suis belge, je suis un peu entre les Hollandais et les Français, si je peux dire comme ça. Ce que j'entends le plus souvent des collègues, c'est que chez nous, la proximité est vraiment clé.
Donc si on visite un magasin, ce n'est pas pour juger comme ça sur un magasin, mais d'échanger avec les collègues qui sont au quotidien en contact avec le client, qui vient avec ses opinions, s'il est content, pas content, ce qu'on pourrait mieux faire. Et donc absorber, bien écouter tout ce feedback, ça me semble, du feedback dans les deux sens, ça me semble très important. Et ça c'est aussi ce qui est attirant dans le retail, je pense. On a la chance d'accueillir tous les jours des clients chez nous, ce qui nous permet de rester très proche en contact avec ce qu'eux ils veulent, avec ce qui est attractif pour eux et ce qui est peut-être moins. Et donc, oui, c'est comme ça qu'on crée des belles équipes qui sont nos premiers ambassadeurs, je dirais. Oui, vis-à-vis nos magasins, il y a les collègues qui travaillent dans nos magasins, souvent, enfin, dans la plupart des cas, ils habitent pas trop loin du magasin, donc ils amènent aussi des clients, des voisins, des amis, de la famille. Ouais, c'est chouette de voir ce réseau quoi, qui se crée. Quand on parle expérience client aussi de discount, on n'associe pas forcément une expérience enchanteresse, luxueuse avec le discount. Comment est-ce que vous essayez aussi, comme on dit, d'enchanter le parcours client? Est-ce qu'il est plus simple, plus efficace? Est-ce que c'est parce que vous exécutez bien votre modèle? Ou est-ce que vous apportez quand même un instant, un petit peu de rêve, de magie? Non, mais en fait, ça, c'est une question qu'on se pose régulièrement aussi. Bien évidemment, trouver le juste équilibre entre le développement, mais également de voir comment est-ce qu'on peut accueillir nos clients dans un magasin contemporain qui n'est plus un magasin d'il y a 15 ans, mais qui n'est pas du luxe non plus. Parce que le but, c'est de rester quand même au niveau acceptable et au niveau agréable, je dirais, pour accueillir les clients, que toutes les typologies de clients ont envie de venir chez nous. Si on fait juste un vieux magasin parce qu'il fait cheap, oui, ça peut attirer une certaine partie de notre clientèle, mais d'autres clients, ils vont vouloir venir dans un magasin qui est bien ordonné, qui est propre, qui est accueillant, où il y a un service qui est fluide, où les gens se disent bonjour, où il y a assez de place pour faire son shopping, où il y a aussi des places de parking pour garer la voiture. C'est pour ça que depuis quelques années, on a développé nos magasins 2.0, un peu plus colorés, plus agréables, un peu plus lumineux, qui tient compte de nouveau de la durabilité, bien évidemment, avec de l'éclairage LED et ce genre d'éléments. Ouais, en fait, des magasins qui sont prêts pour le futur. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure des magasins qu'on est en train de remodeler et de relocaliser pour les faire mieux, on les met directement dans ce contexte-là. Mais clairement, on va continuer à mettre les produits sur les planches. On ne va pas faire de mise en avant comme on font d'autres. Ça, ce n'est pas nous. Nous, c'est travailler de façon productive, efficace, justement pour pouvoir passer les avantages aux clients, quoi. Parce que ça reste dans l'ADN. Chaque jour, il faut se poser la question, l'argent qu'on peut gagner, comment est-ce qu'on peut partager cet avantage avec les clients? Parce qu'un jour, si on perdrait ça serait le moment dangereux et qu'on risque de quitter le discount. Et clairement, ce n'est pas du tout dans notre volonté, quoi. Cela dit, quand on pense aussi aux réseaux sociaux, vous avez été assez talentueux dans l'utilisation des influenceurs, des influenceuses pour pousser les produits Action. Est-ce que vous allez le continuer, trouver de nouvelles opportunités? Ça fait de façon assez naturelle, je dirais. Et bien évidemment, les produits qui sont chouettes, et ça c'est aussi, enfin, ça me rend jeune toujours chez Action, beaucoup de jeunes qui sont autour de nous, qui vivent dans ce monde et qui le présentent et qui font vivre ces produits et un peu le fun autour. Donc oui, et c'est toujours mieux si c'est le client et les jeunes entre eux qui partagent que si c'est nous qui vont faire des grosses campagnes de marketing. Non, ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent, donc on reste assez humble à ce niveau-là. Et laissons partager les clients, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus l'économie hollandaise. Oui. Comme on peut les connaître. Écoutez, merci pour ce tour d'horizon assez complet. Alors, on finit peut-être un petit peu en avance, mais peut-être qu'on peut en profiter éventuellement pour prendre une question dans la salle. Merci beaucoup. Bien sûr, on va prendre des questions. Pour les micros, est-ce qu'on est... Je m'en occupe. Merci beaucoup. Ok. On va vous amener le micro, mais peut-être dites-moi votre question, je vais pouvoir la relayer. Alors, vous parliez dans le plan stratégique de 4 piliers, dont le partenariat. Est-ce qu'il peut nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Donc, dans le plan stratégique, vous parliez de 4 piliers, dont le partenariat. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce pilier-là, s'il vous plaît? Bien sûr.
bien sûr. On n'en communique peut-être pas assez souvent et c'est donc une question logique qui suit. Je peux vous dire par exemple avec SOS Village d'enfants, depuis 6 ans, on a déjà un partenariat avec eux. Et c'est quoi le partenariat? En fait, chaque magasin chez nous, partout en Europe, dans les 2400 magasins, ils soutiennent chaque magasin soutient un enfant. Et en plus, les centres de distribution et les sièges par chaque pays, là aussi, on fait des dons à l'organisation centrale par pays, justement pour développer ces villages. Et donc, pourquoi on a choisi Village d'enfants? Peut-être pas toujours le plus connu ou le plus local, pour le dire comme ça, mais justement parce qu'eux, ils sont présents là où on a nos fournisseurs, mais également dans tous les pays où nous avons des magasins. Et donc, ça, pour nous, c'est très important. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est on est en train de collaborer ensemble avec la fondation Johan Cruyff. Donc, c'est un footballeur assez connu qui est hollandais d'origine, bien évidemment, qui a joué et entraîné le Barcelone, par exemple. Et donc, eux, ils ont un programme pour faire jouer les enfants qui ont peu de chance, mais ils font jouer les enfants sur la rue. Et donc, ils organisent des petits tournois, etc. Donc, ça aussi, ça rentre pleinement dans notre stratégie d'action parce que c'est des enfants qui sont dans des situations compliquées. Et donc, ceux-là, on veut les donner de l'espoir pour le futur et donc soutenir ça. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, Blaine Fécamp. J'avais une question. Je sais que donc, vous ouvrez beaucoup de magasins qui se situent souvent en zone industrielle parce que ce sont des grands formats. Est-ce que vous réfléchissez à atteindre d'autres clients avec des formats plus urbains dans les centres-villes de grandes villes, par exemple? Mais quand on réfléchit sur chaque location où on peut ouvrir un magasin, oui, je peux vous dire oui. Est-ce qu'on a plusieurs formats en tête? Non. De nouveau, parce que l'uniformisation, la standardisation est tellement clé dans notre façon de travailler qu'on veut toujours avoir des magasins entre 800 et 1000 mètres carrés avec les 6000 références qui sont évolutifs. Dès qu'on commence à déroger de ça, ça va rendre les choses trop compliquées et ça risque d'abîmer un peu notre approche. Mais il y a des magasins, à Lyon par exemple, on a déjà un magasin en centre-ville. À Metz-Saint-Jacques, au centre-ville, on a également un magasin. On a des plans pour plusieurs magasins et à Paris également. Ça se travaille bien évidemment. On comprend tous que des magasins en centre-ville, ça mérite plus de réflexion et de recherche pour ouvrir des magasins. Surtout parce qu'on ne veut pas ouvrir un magasin pour 2 ans, mais si on ouvre un magasin, le but est de rester pendant beaucoup d'années. Et donc, il faut avoir des solutions aussi pour pouvoir livrer les magasins. Donc, il faut savoir, la plupart de nos magasins est livré au quotidien. Donc, il faut avoir des solutions durables également pour livrer ce genre de magasins. Mais donc, oui, on y réfléchit et on va communiquer là-dessus si on est prêt d'ouvrir ces magasins-là. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon... Oui, une dernière question. Voilà, merci. Merci. Bonjour. Sandrine Cadna, professeure à l'Université Paris-Est. J'ai une question sur votre stratégie de sourcing pour nous éclairer un peu sur la façon dont vous réussissez à proposer des tarifs aussi bas sur des grandes marques. Oui, c'est une bonne question avec peut-être une longue réponse, mais si je fais un peu résumé, disons que de notre assortiment en ce moment, il y a moitié qui vient de l'Asie et la moitié qui vient de l'Europe. On aimerait grandir encore la partie européenne parce que, oui, c'est plus proche, c'est plus durable et tout ce qui va avec. Bien sûr, il nous faut les quantités. Comme j'ai dit, 95% des assortiments sont les mêmes. Mais quand même, il y a de l'évolution. Quand je vous dis qu'on a presque 500 grandes marques dans notre assortiment, vous comprenez, tout ça, lavage, ménage, produits de maison, etc. Il y en a plein qui sont produits en Europe. Et donc là, cette partie-ci, surtout, est en pleine croissance. Donc, ça nous aide. Au niveau de sourcing, je peux aussi vous dire qu'on a 73 marques MDD, comme on dit, marques Action. On ne met pas le nom Action, mais nos propres sous-marques, disons. Et voilà, c'est ce qu'on propose. Et également, on est en train de développer le direct sourcing, c'est-à-dire pas via des grossistes, mais plutôt en direct. Ça dépend des produits. Il faut construire, bien évidemment, les relations avec les fournisseurs, parce que là aussi, depuis 30 ans, on a beaucoup de fournisseurs avec lesquels on continue à travailler. C'est important de faire cette croissance ensemble, de faire l'évolution ensemble et de pérenniser aussi le business parce que vous comprenez, s'il faut délivrer 2400 magasins et dans le futur encore plus, juste un fournisseur, ça ne va plus suffire pour livrer des produits standardisés.
Et donc, il nous faut de plus en plus, un peu là où on a des magasins, si on peut trouver des fournisseurs là-bas qui peuvent nous livrer avec ces quantités, en tout cas, on est preneur. Donc voilà, les grandes marques, les marques privées, le direct sourcing et aussi le travail via les grossistes avec lesquels on travaille depuis 30 ans, qui connaissent aussi comment gérer les stocks, etc. C'est un peu, in a nutshell, comment on aborde ce sourcing, quoi. Eh bien, merci pour cette dernière précision et ce témoignage. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Wouter. Un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Je vous tiens à vous rappeler que votre badge de Paris Retail Week vous ouvre accès aux conférences du siècle, le salon, le rendez-vous international des espaces commerciaux qui se tient en même temps au hall 6. Je vous retrouve à 14 h avec la keynote From E-com to V-com en anglais. Merci beaucoup et à tout à l'heure.